Bonjour, je suis Manatea Alaoui, doctorant contractuel en histoire contemporaine et professeur certifié d'histoire-géographie en Polynésie française à l'Université de la Polynésie et au CNRS. Donc je travaille sur les essais nucléaires en Polynésie française dans les relations internationales. Oui, alors pour le terme de Polynésie, voilà, on a le triangle polynésien, donc Hawaï, Nouvelle-Zélande et île de Pâques. Donc ça c'est la Polynésie, et ensuite on a la Polynésie française, donc c'est le territoire qui a été progressivement colonisé entre 1880 et 1901. Et la Polynésie française, justement, c'est un nom qui a été créé en 1957. Donc avant, c'était les établissements français de l'Océanie. Et ils ont voilà voulu mettre ça plus localement. En fait, ils ont voulu voilà assimiler le terme, changer le terme en tout cas, et choisir un nom qui est océanien. Ouais. Et maintenant, le terme d'Océanie, le terme de Polynésie française, il est assez contesté par justement le nouveau gouvernement de Taveuni Huela-Tila, donc le parti indépendantiste. Et eux, ils appellent ça le Maori Nui. Donc Maori, c'est les habitants de Polynésie, les Tahitiens, les Marquisiens, même les Marquisiens, ils contestent ce terme-là. Et Nui, c'est le grand Maori. D'accord. Donc voilà. Déjà pour le terme de Polynésie française, ça commence à poser problème. Dans une partie de la population, après il y a d'autres Polynésiens qui voient pas ça de cette manière. Alors, pour ce qui est des relations avec la France, donc là on a vu justement avec les nouvelles élections qu'il y a eu une petite remise en cause justement de la relation entre la France et le territoire de la Polynésie française. Et ces relations sont plutôt cordiales en règle générale, mais il y a quand même des points de conflit dans la relation avec la France métropolitaine. C'est notamment l'héritage des essais nucléaires, le legs nucléaire et tout ce qui est représentation en termes de la mémoire, en termes de mémoire. Et en règle générale, les relations sont cordiales. Il n'y a pas vraiment de contestation de la présence française en Polynésie. Bon, à part quelques points de détail, notamment tout ce qui est foncier. Donc il y a énormément de... Alors il y a beaucoup, vraiment, depuis quelques années, il y a beaucoup de métropolitains qui viennent s'installer en Polynésie. Et il y a une pression foncière très importante, et les Polynésiens voient cela comme une difficulté supplémentaire en fait dans l'accession au foncier. Oui. Et voilà, bon, il faut, voilà, dans tout ce qui est, pour acheter un terrain, il faut s'endetter pour 20, 30 ans. Donc là, ça pose un souci, et il y a une défiance envers l'État français et les métropolitains aussi qui s'installent en Polynésie. Bon, c'est pas le cas de tous les Polynésiens, mais il y a quand même une montée des critiques par rapport à cette question-là. Donc ça, c'est de l'ordre plutôt voilà, socio-économique. Après, au niveau politique, il y a une nette progression dans la relation entre le Taveuni, donc le parti indépendantiste, et le gouvernement français, parce que le nouveau président de la Polynésie, Moetai Broderson, il privilégie le dialogue, contrairement au chef du parti indépendantiste, c'est Oscar Temaru. Donc lui, il était plus virulent par rapport à la présence française en Polynésie. Oui, alors la question de la mémoire, elle est, alors paradoxalement, elle est plus, comment dirais-je, les problèmes de mémoire concernent plus les essais nucléaires, le legs nucléaire, que la colonisation, par exemple. Contrairement à la Nouvelle-Calédonie, où il y a vraiment un legs colonial qui passe pas, et qui a une lourde charge symbolique et mémorielle, alors qu'en Polynésie, c'est plutôt les essais nucléaires, parce que le dernier essai nucléaire, c'est janvier 96. Donc il y a ensuite
les mensonges de l'État français par rapport aux retombées radioactives, ils ont sciemment caché, et ils ont évité, enfin ils ont, comment dire, ils n'ont pas évacué les populations lors des tirs atmosphériques, par exemple, donc entre 66 et 74. Donc là, il y a une défiance qui s'ajoute encore plus aux représentations du fait nucléaire, donc en Polynésie. Et il y a plus, voilà, le fait nucléaire, pour les questions de mémoire, sont beaucoup plus intenses et importantes que la colonisation. Si la colonisation ne fait pas enjeu mémoriel, il y a justement des enjeux de mémoire par rapport aux guerres mondiales. Il y a un monument aux morts de 14-18 et de 39-45 à Papeete. Donc tous les 14 juillet, il y a un défilé devant ce monument-là. Il y a une dépose de gerbes aussi tous les ans. Et il y a... voilà, la mémoire, elle est entretenue, en quelque sorte, par rapport aux guerres mondiales, parce qu'il y a eu justement des soldats tahitiens et des soldats polynésiens plus largement qui ont participé aux 2 guerres mondiales. Donc à travers le bataillon du Pacifique, Première Guerre mondiale, ensuite le bataillon du Pacifique a été reformé pour la Seconde Guerre mondiale. Et justement le dernier Tamari volontaire, comme on dit, c'est enfant volontaire. Il est décédé là il y a quelques jours là. Donc c'est le dernier... Pardon ? J'en ai absolument pas parlé. D'accord, oui, non, c'était dans la presse locale, principalement, voilà. Et oui, il y a eu à peu près 300 Tahitiens, 300 Polynésiens qui ont... Bon, voilà, en termes de ratio, c'est pas énorme, mais ils ont quand même rallié la France libre dès septembre 40, pour la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quand même une forme d'engagement des Polynésiens pour défendre la France. Et il y a aussi des soldats tahitiens qui ont participé à la guerre d'Indochine, à la guerre d'Algérie, à la guerre de Corée aussi, dans le bataillon français. Donc il y a une mémoire qui est entretenue. À l'opposé, il y a des monuments, par exemple, il y a une statue de Bougainville. Donc une statue de Bougainville dans un parc qui s'appelle le parc Bougainville aussi, au cœur de Papeete. Donc voilà, donc il y a quand même une commémoration de la rencontre entre entre les 2 peuples. En Polynésie, il y a les forces armées françaises de Polynésie française. Elles comptent à peu près 2500 hommes au total, 3000 à peu près. Et en termes de relations entre les militaires et les Polynésiens, la présence militaire française n'est pas contestée en Polynésie, comme on peut le voir par exemple au Japon où il y a des contestations, où il y a des manifestations devant les bases américaines. En Polynésie, il n'y a jamais eu de manifestations devant la base de Fa'a, la base aérienne de Fa'a, la base navale de Papeete ou la base terrestre de Aloué, par exemple. Donc en fait, il y a les 3 bases militaires qui sont concentrées à Papeete, dans la zone urbaine de Papeete. Il y avait une ancienne base militaire à la presqu'île de Tahiti, donc à Travo. Elle a fermé. Alors, depuis la fin des essais nucléaires, il y a eu un désengagement de l'armée française, parce que pendant le centre d'expérimentation du Pacifique, donc le CEP, il y a eu près de 130 000 métropolitains qui ont transité pendant 30 ans en Polynésie. Et il y a eu énormément de moyens financiers pendant le CEP, pendant les essais nucléaires, et une fois que le CEP a été démantelé en 98, la France est progressivement désengagée, et aussi, voilà, c'est le contexte de la fin de la guerre froide, de la montée en puissance progressive de la Chine, donc on voyait pas encore, enfin les Occidentaux en tout cas ne voyaient pas encore la menace Chine, enfin la montée en puissance de la Chine plutôt. Et il y a eu un désengagement, donc il y a eu, par exemple sous Sarkozy, il me semble, il y a eu un retrait des Rafales. Donc il y a eu des Rafales sur place. Donc ils ont retiré les Rafales, ils ont retiré quelques navires de guerre aussi. Et voilà en termes de désengagement. Alors maintenant, pour la relation avec la population, déjà les forces armées ont des missions spécifiques en Polynésie qui est le soutien à la population. Donc il y a
les surveillances maritimes. Donc voilà, donc la Polynésie, c'est grand comme l'Europe en termes de superficie maritime, en termes de ZEE, et il faut surveiller la ZEE. Et la Marine nationale française a cette mission de surveillance maritime, de lutte contre la pêche illégale, et de lutte contre le trafic de drogue aussi, parce qu'il faut savoir que voilà, il y a beaucoup de trafic de drogue qui transite via la Polynésie, depuis les États-Unis, depuis Hawaï, jusqu'à l'Australie, donc ils passent par la Polynésie, et il y a souvent aussi des naufrages de trafiquants de drogue qui s'échouent sur des atolls inhabités parfois. Et là, la mission des marins, enfin de la marine nationale française, c'est de secourir ou lutter contre ce genre de trafic, et voilà, la pêche illégale aussi. Et une autre mission aussi, c'est une mission de soutien d'EVASAN, donc évacuation sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a certains atolls qui n'ont pas forcément d'infrastructures sanitaires, donc il faut pouvoir héliporter ou transporter les blessés ou les patients vers le centre hospitalier de Taoné qui se trouve à Péé, à Tahiti. Et il y a les évacuations sanitaires aussi à l'étranger, notamment en France ou en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est la deuxième mission. La troisième mission aussi, c'est en termes de ravitaillement des petits atolls qui n'ont pas forcément d'aéroport. Par exemple, l'île de Rapa. Donc l'île de Rapa, c'est dans l'extrême sud de la Polynésie. C'est pas Rapa Nui, c'est pas l'île de Pâques, c'est Rapa, voilà. Et là, il y a une absence d'aérodrome, et là, il faut quand même... bon, il y a un bateau qui vient tous les mois ravitailler l'île, tous les mois ou tous les 3 mois, il faut vérifier. Et voilà, donc l'armée de l'air ou la marine a cette mission aussi de soutien aux populations. Il y a aussi lors des élections, par exemple les élections nationales ou les élections territoriales, il y a justement le largage des bulletins de vote par les avions de l'armée française. Et voilà, donc quatrième mission aussi, c'est de soutien par rapport aux aléas climatiques, donc notamment les cyclones, par exemple. Donc il faut quand même aider la population à faire face aux risques climatiques. Au niveau des relations humaines, c'est plutôt cordial, mais on voit quand même une disparité économique. Donc on voit des inégalités sociales entre les officiers ou les sous-officiers métropolitains qui viennent, qui sont mutés en Polynésie pendant 2 à 4 ans maximum, ensuite ils repartent en France. Et eux, justement, ils ont leur salaire indexé, qui, comme en OPEX, en fait. Et un peu moins qu'en OPEX, mais ils ont quand même un salaire, un pouvoir d'achat assez conséquent, et ça a créé des inégalités avec les Polynésiens qui, eux, vivent... Alors il y a environ 30% des Polynésiens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc là, ça crée des disparités, et ça crée pas des tensions, parce qu'il n'y en a pas... Alors, sauf à part voilà, des bagarres de bar, par exemple. Bon, ça c'est commun à tous les territoires où il y a une présence militaire, je pense. Et non, il n'y a pas vraiment de contestation propre et dure de la présence militaire. Alors ce que j'ai oublié aussi, c'est l'armée, la gendarmerie et la police nationale sont les plus gros employeurs de Polynésiens. Il y a un recrutement systématique de gendarmes, de policiers et de militaires. Il y a beaucoup de Polynésiens, surtout aussi dans la Légion étrangère. Il y a le RSMA, donc alors c'est le régiment du service militaire adapté, donc qui est spécifique aux Outre-mer, ça n'existe pas en France. Et en fait, ce RSMA, il est partout dans les Outre-mer, il y a dans les territoires et dans les départements. Et ce RSMA, il est là pour justement former les jeunes à un métier. Pas forcément pour devenir soldat, mais pour les former à un métier, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir fait des études, par exemple. Donc voilà, c'est des métiers, par exemple cuisinier, mécanicien, électricien. Donc c'est des métiers dont on a besoin, en fait, au final. Donc voilà, ça permet aux jeunes de s'élever aussi. Par contre,
ce qu'il faut savoir, c'est que les Polynésiens, lorsqu'ils s'engagent, c'est pas tous les Polynésiens, mais il y en a beaucoup qui s'engagent dans l'armée, pas par amour de la France, mais parce qu'ils ont besoin de manger, en fait. Et c'est surtout ça, l'engagement des Polynésiens. Pas tous, hein, évidemment. C'est ce que j'ai remarqué à travers des copains qui sont dans l'armée, notamment. L'impératif économique qui est très fort. Voilà, exactement. Donc voilà, il y a les missions, il y a une présence assez acceptée, mais il y a aussi quand même des disparités économiques aussi. Voilà, c'est un gros paradoxe, et tu l'as bien remarqué, c'est un gros paradoxe en fait en Polynésie, c'est qu'il y a eu le leg nucléaire qui a été... voilà, les essais nucléaires ont été réalisés par l'armée française. Sous l'ancien gouvernement, il y a eu quand même des efforts de rompre avec cette dépendance économique avec la métropole, avec la France. L'économie polynésienne est perfusée par la France, mais il y a quand même des tentatives, notamment en termes d'autosuffisance alimentaire. Donc on importe tout, en fait, de l'extérieur, pas seulement de la France, mais de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Chili, des États-Unis. Par exemple, les produits alimentaires tels que la viande, par exemple, c'est largement importé. Ils sont largement importés du Chili et des États-Unis. Et il y a une volonté quand même une volonté politique. Et ça c'est en continuité avec le nouveau gouvernement. Donc le nouveau gouvernement veut aussi prône, en règle générale, tous les partis politiques, que ce soit dans l'opposition de la majorité, prônent justement l'autosuffisance alimentaire, où il faut diversifier aussi les relations économiques avec les États du Pacifique. Donc par exemple, selon le gouvernement, l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement, on commerce pas assez avec les voisins. Donc par exemple en Calédonie, il n'y a pas trop d'échanges. Avec les Fidji, il n'y a pas trop d'échanges. Il y a quand même des produits qui viennent de là-bas, mais c'est pas non plus très important. Donc il y a une volonté politique quand même de moins dépendre des subsides de l'État. On met en avant surtout cette dépendance économique de la Polynésie, mais il faut pas oublier aussi que dans le cadre de l'autonomie interne, il y a une forme de désengagement de l'État, notamment dans le domaine économique. Donc il y a, par exemple, l'absence d'aide sociale de l'État. Il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a pas d'aide au logement. Et ces allocations-là sont délivrées et sont sur l'initiative du territoire et non pas de l'État français. D'accord. Donc dans le cadre de l'autonomie interne, voilà, c'est la fiscalité aussi. Donc la fiscalité, on a une fiscalité propre à la Polynésie, ce que les Français ont tendance à pas comprendre du tout. Et ces impôts-là financent justement la sécurité sociale, la CPS, donc la Caisse de prévoyance sociale, qui est une sécurité sociale différente de la sécurité sociale française. La CPS est aussi financée en partie par l'État français, parce que voilà, on n'arrive pas à tout financer. Mais il y a quand même une différence et un désengagement de l'État vis-à-vis des allocations ou des aides sociales. Ouais, d'accord. Oui, donc l'autonomie, enfin... Et c'est là les limites de l'autonomie interne. C'est que c'est une forme de désengagement de l'État. Ok, vous avez la compétence de l'économie, la compétence de la fiscalité, et maintenant débrouillez-vous. En fait, c'est ça un peu l'état d'esprit de Paris.